La Renaissance italienne ou comment faire du neuf avec du vieux. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors aujourd'hui, toujours dans la veine du Moyen Âge, on va aborder un thème qui m'est cher et qui va jouer un rôle majeur dans la suite de l'avenir de l'Europe. J'ai parlé ici de la Renaissance italienne qui s'amorce vers la fin du Moyen Âge, plus précisément vers la toute fin du 14e siècle. Alors c'est à partir de cette période qu'on va assister en Italie à un foisonnement de chefs-d'œuvre artistiques, que ce soit au niveau de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, sans oublier la littérature. Alors, de nombreuses œuvres d'art se multiplient durant cette période-là. Et c'est essentiellement en Italie que le mouvement s'initie. Alors pourquoi le mouvement de la Renaissance commence en Italie pour ensuite se répandre ailleurs en Europe? Il faut savoir que l'Italie bénéficiait de plusieurs avantages sur le reste de l'Europe. Rappelons-nous, entre autres, la richesse des villes d'Italie. Alors, on a vu précédemment que l'Italie était au centre des deux principaux axes de commerce, l'axe nord-sud et l'axe est-ouest, et de ce fait, l'Italie est devenue la plaque tournante du commerce en Europe. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que c'est en Italie que commence cette renaissance qui va ensuite se répandre ailleurs en Europe. Il y a la richesse des villes de la péninsule, l'action des mécènes, il y a également l'intérêt d'un public nombreux qui amène l'épanouissement de l'art en Italie et aussi la tradition de l'architecture romaine qui est bien présente dans les lieux. Commençons par la richesse des villes de la péninsule. On a vu précédemment que le commerce favorise particulièrement le nord de l'Italie. Rappelez-vous que l'Italie est située au centre des deux axes de commerce, l'axe nord-sud et l'axe est-ouest, ce qui va faire en sorte que l'Italie du Nord va devenir la plaque tournante du commerce pour l'Europe. Et de la sorte, de nombreuses villes italiennes vont s'enrichir grâce au commerce, des villes comme Venise, Florence ou Gênes. Et c'est dans des villes semblables que l'art va éclore de façon toute particulière. Évidemment, quand on se met dans la peau d'un banquier ou d'un riche commerçant qui veut nouer des relations d'affaires avec d'autres commerçants, d'autres hommes d'affaires, et il est important de faire une bonne impression, de montrer à quel point on a du succès en montrant son opulence. Alors, un banquier aura nécessairement une maison ou un palais bien décoré avec notamment des œuvres d'art pour faire une impression durable au client qui va venir chez lui. Et d'où l'intérêt d'avoir des artisans qui vont faire des tableaux, des sculptures. D'autre part, le désir de conserver des souvenirs des fondateurs de la dynastie de commerçants, de la dynastie de banquiers, va donner de l'emploi à différents artistes. C'est ce qui fait que de nombreux artistes en Italie pourront désormais vivre de leur art parce que les occasions d'affaires, les occasions de contrats vont se multiplier. Et en ayant l'occasion de travailler à temps plein, ils vont pouvoir parfaire leurs connaissances, parfaire leur art. Autre élément qui facilite grandement le développement des arts en Italie, c'est la présence de mécènes. Qu'est-ce qu'un mécène? Ça vient du nom d'un des compagnons de César Auguste à l'époque romaine qui s'appelait Mécène et qui était extrêmement riche. Et ce personnage qui était dans l'orbite politique d'Auguste encourageait les arts et les lettres grâce à son immense fortune. Donc, il donnait les moyens de vivre, de subsister à leurs moyens à de nombreux artistes, notamment Virgile, mais il y en a tellement d'autres. Et donc, le mot mécène a fini par devenir un terme pour désigner les hommes riches, hommes et femmes, qui, grâce à leur fortune, encouragent les arts et les lettres. Et les mécènes, justement, en Italie, ne manquent pas. Donc, de nombreux hommes vont développer un niveau de richesse et un degré d'intérêt important pour les arts et les lettres. Des gens comme les Sforzas à Milan, le pape à Rome ou les Médicis à Florence. D'ailleurs, le plus important des mécènes de cette époque était Laurent de Médicis, surnommé Laurent le Magnifique. Donc, tous ces gens-là
ont des contrats à donner aux artistes pour décorer leur ville, décorer leurs églises avec de nombreuses œuvres d'art et faire briller le nom de leur ville à travers non seulement l'Italie, mais le reste de l'Europe. C'est dire à quel point les artistes auront beaucoup de contrats et d'occasions de briller en Italie. Mais les mécènes ne sont pas seuls en Italie. Il y a véritablement en Italie, dans les villes riches, un engouement pour les arts. Alors, les hommes d'affaires, les banquiers décorent leur maison d'œuvres d'art. Ils veulent montrer leur goût pour le raffinement et la littérature et la peinture. Donc, ils donnent beaucoup de contrats à des artistes. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux veulent conserver, faire briller le nom de leur famille, de leur digne famille. Alors, c'est l'occasion de faire des portraits des ancêtres, mais aussi des nouveaux venus dans la famille. Et de ce fait, l'art du portrait se généralise et les artistes en Italie ont de nombreuses occasions de montrer leur talent et de le parfaire, de le perfectionner. Enfin, il ne faut pas oublier aussi qu'en Italie, qui se trouve à être l'endroit où avait grandi la ville de Rome, à la tête d'un immense empire, donc se trouvent en Italie de nombreux vestiges de l'époque romaine, d'anciens temples, des sculptures qu'on déterre à toutes sortes d'occasions où est-ce qu'on creuse dans son jardin. Donc les œuvres d'art d'origine romaine sont très nombreuses et vont contribuer à raffiner le goût des Italiens et leur donner l'envie de faire d'autres œuvres similaires. C'est dire à quel point l'art gréco-romain aura une influence décisive sur la Renaissance italienne. Alors, durant la période qui va de 1420 jusqu'en 1600, on va assister à une véritable floraison de chefs-d'œuvre artistiques qui, par la suite, vont servir de modèle et de référence pour tous les artistes européens jusqu'au début du 20e siècle. Alors, ce qui se développe à cette époque-là, c'est l'art classique qui se voyait un moyen de connaissance et aussi un instrument de réflexion fondé sur la beauté et la symétrie. Alors, qu'est-ce qui ressort tout particulièrement de l'art de la Renaissance? C'est l'art des proportions idéales, la symétrie, la perspective. Et en cela, on est en rupture avec le Moyen Âge. Quand on contemple l'art du Moyen Âge, qui ne manque pas d'attrait, et on est forcé tout de même de constater que c'est un art beaucoup plus fruste, un art essentiellement symbolique, où est-ce que les proportions ne sont pas respectées, où est-ce que la perspective est absente bien souvent, ou très maladroitement représenté. Alors, quand on veut mettre l'accent sur un personnage, il est représenté de façon disproportionnée et les personnages moins importants sont représentés plus petitement. Alors que l'art qui se développe lors de la Renaissance est un art plus réaliste, idéalisé bien sûr parce que on insiste beaucoup sur les proportions idéales du corps humain. Néanmoins, l'art de la Renaissance se rapproche davantage de la nature. D'ailleurs, les thèmes qui sont à la mode à l'époque de la Renaissance sont assez différents. Bien sûr, il y aura toujours des thèmes religieux. La Bible est à l'honneur à l'intérieur des églises. Néanmoins, des sujets profanes s'imposent de plus en plus. L'art du paysage se développe, l'art du portrait également pour flatter évidemment les membres des grandes familles italiennes. Mais également, l'influence gréco-romaine est présente de plus en plus et des scènes mythologiques sont de plus en plus représentées dans les tableaux des maîtres de la Renaissance. Et ça va même influer sur la représentation de la région chrétienne traditionnelle. Les anges vont commencer à être influencés par la présence de Cupidon, qui est pourtant un dieu d'origine gréco-romaine. Notons à ce propos l'influence déterminante de la ville de Florence, où se trouve Laurent de Médicis, qui est le mécène par excellence de cette époque-là. Quand on parle de mécène, on pense surtout à lui, ce descendant d'une famille de banquiers qui sera peut-être moins doué pour les affaires que ses prédécesseurs, mais qui par contre a un goût raffiné au niveau des arts et va de ce fait encourager de nombreux artistes parmi les plus grands.
Et justement, qui sont les artistes les plus représentatifs de la Renaissance italienne? On peut en mentionner de nombreux. On pourrait mentionner d'abord les précurseurs comme Giotto ou Fra Angelico, mais évidemment, d'autres sont incontournables comme Botticelli, Léonard de Vinci, Raphaël ou bien Michel-Ange. Parmi les précurseurs de la Renaissance, on ne peut laisser sous silence Giotto. Alors, quand on contemple les œuvres de Giotto, on peut voir, entre autres, une vision moderne de l'espace. Et de façon générale, contrairement à la tendance qu'on observait à l'époque du Moyen Âge, on assiste à une individualisation des personnages. Si on regarde les anciennes œuvres du Moyen Âge, tous les personnages se ressemblent plus ou moins et ils ont la même personnalité, la même expression dans le visage, ce qui est beaucoup moins le cas pour Giotto qui va insister sur l'individualité des personnages. Et on ressent aussi chez Giotto un sens de la nature et de l'humain. Chez Fra Angelico, qui va arriver plus tard, on contemple un style dépouillé et très clair, qui est marqué de symbolisme religieux. Alors, ce qui frappe particulièrement chez Fra Angelico, c'est une certaine maîtrise de la lumière, comme on peut voir ici et dans bien d'autres de ses représentations. Évidemment, on ne peut parler de la Renaissance italienne sans évoquer Verrocchio. Verrocchio qui va être le maître de plusieurs grands artistes de la Renaissance, notamment Botticelli et Léonard de Vinci. Dans quel domaine Verrocchio excellait plus particulièrement? Dans la sculpture. Alors, on peut le voir ici, notamment avec la sculpture de son David. Rappelons l'épisode de David, le jeune homme qui affronte Goliath, l'immense géant, et qui en triomphe grâce à sa fronde. Alors, on peut voir ici la représentation de toute la morgue de l'adolescent, donc qui est fier de son cou et qui a une attitude de fierté toute juvénile. Mais un des chefs-d'œuvre de Verrocchio, un chef-d'œuvre incontournable, c'est le Colleoni, qui est une représentation à Venise d'un condottiere qui a combattu pour la cause de Venise. Alors, dans cette sculpture équestre, rappelons d'ailleurs que les sculptures équestres, donc des sculptures de personnages à cheval, ces sculptures représentaient un défi considérable pour l'époque, parce qu'évidemment, il n'est pas question de représenter le cheval sur ses quatre pattes. Il faut qu'il en maintienne au moins une dans les airs pour montrer le dynamisme de la monture et du cavalier qui la monte. Alors forcément, le cheval qui lève une patte se trouve déséquilibré, ce qui amène un stress considérable sur la sculpture. De ce fait, il faut l'orienter pour que l'équilibre soit maintenu sur des décennies et des siècles. Et Verrocchio ici réussit particulièrement bien parce qu'on voit qu'il place son cavalier en retrait comme pour retenir sa monture rétive et par la même occasion montrer son contrôle de la vie, son contrôle de la situation avec une attitude martiale incontestable. L'un des élèves de Verrocchio qui va particulièrement bien se démarquer, c'est Botticelli. Botticelli est un maître incontesté de la ligne dont il se servait à merveille pour unir ou séparer la lumière, la matière et le mouvement, et tout ça dans un style limpide et gracieux. Mais le personnage auquel on songe tout particulièrement lorsqu'on parle de la Renaissance, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, l'autodidacte, l'inventeur d'inventions ingénieuses et futuristes qui ne fut pour la plupart jamais réalisées. Alors, il va évidemment se démarquer aussi au niveau de la peinture. Alors, on lui doit plusieurs procédés qui vont être imités et réutilisés par d'autres artistes, notamment Raphaël. On lui doit entre autres la composition pyramidale qui permettait une organisation serrée et symétrique des personnages. Mais la principale invention qu'on doit à Léonard de Vinci, c'est le procédé du sfumato qui affine les contours et noie le dessin dans l'air vaporeux, ce qui permet de relier intimement les personnages au paysage. Un autre peintre indissociable de la Renaissance est Raphaël Sanzio. Il était un peintre extrêmement talentueux et prospère qui avait tout pour lui, la jeunesse, parce qu'il est mort jeune, et les honneurs et la gloire.
Et lui-même a su assimiler les découvertes de Léonard. Il utilise à propos le sfumato et la composition pyramidale, et il s'est inspiré aussi pour son œuvre de certains procédés de Michel-Ange, notamment à travers ses personnages fortement taillés. Et donc, Raphaël Sanzio, qui n'a pas manqué de contrat, a peint de nombreuses et fort jolies madones ainsi que des portraits, dont celui de Jules II. Néanmoins, ces chefs-d'œuvre sont sans conteste les murales des palais du Vatican, notamment l'école d'Athènes, qui représente l'ensemble des philosophes qui ont le plus marqué l'époque classique grecque. Alors, on reconnaît les œuvres de Raphaël par son expression juste et nuancée des caractères et cette fusion harmonieuse entre le dessin et la couleur. Mais l'un des artistes les plus représentatifs de la Renaissance, c'est Michel-Ange Buonarroti. Michel-Ange était l'un des artistes les plus complets de la Renaissance, car il était à la fois sculpteur, peintre, architecte, ingénieur et même poète. Il avait un caractère épouvantable, c'était le prototype même du génie bouillant et bourru, une espèce de génie tourmenté par le salut de l'âme et par un rêve de puissance insatisfait. Et tout cela donne à son œuvre un caractère grandiose inégalé. En fait, on reconnaît Michel-Ange par le fait qu'il donne ses lettres de noblesse au corps humain. Ses corps nus expriment une puissance, une majesté hors du commun. Alors, quand on regarde l'ensemble des œuvres de la Renaissance italienne à travers Giotto dans un premier temps, mais aussi Fra Angelico, ensuite Verrocchio, Botticelli, Leonardo da Vinci ou Raphaël et Michel-Ange Buonarroti, on reconnaît à quel point l'art a considérablement progressé du Moyen Âge jusqu'à cette période de foisonnement et l'influence des peintres et des sculpteurs italiens va se démarquer du reste de l'Europe pendant les siècles à venir et vont avoir une influence décisive jusqu'au début du 20e siècle.